Je suis sur le plateau de la Web TV avec nos partenaires Aesio, Elfrich, NVO, Lyon Première et Up pour parler avec Sylvaine Peuzet de l'usure professionnelle et des risques psychosociaux particulièrement. Alors dans l'actualité, on a le compte pénibilité. Le compte pénibilité, apparemment, les choses ont été difficiles à mettre en place, mais tiennent compte de tout ce qui est usure physique, charge lourde, donc on sait résoudre le problème des carreleurs et des maçons qui ont des sacs à porter, ou des hôtesses de caisse qui ont des choses à manipuler. Mais en revanche, dans ce compte pénibilité, il y a une chose qui n'est pas prise en compte, c'est l'usure professionnelle et les risques psychosociaux, le burn-out et ces choses-là. Alors, comment on définit l'usure professionnelle ? Puisqu'on n'est pas arrivé à le prendre en compte dans un compte de pénibilité. Or, ça fait des dégâts dans l'entreprise, ça engendre des coûts à la sécurité sociale, ça fait peser des coûts sur la mutuelle. Comment aujourd'hui on gère les risques psychosociaux dans l'entreprise et comment les représentants du personnel peuvent s'emparer de ce sujet ? Oui, alors effectivement, le vrai sujet aujourd'hui, c'est la santé mentale des salariés. Puisque en termes de prévention de la santé physique, si vous voulez, on a 60 ans de recul, donc on a fait des choses, on a carrelé les hommes, on a carrelé les machines, et ça a été très utile, il y a moins d'accidents du travail. Par contre, effectivement, ce qui est préoccupant aujourd'hui et alarmant sur le constat du monde du travail, c'est la santé mentale qui est en jeu. Je dirais deux chiffres, c'est-à-dire par exemple nous sur notre base de données de 30 000 salariés, on a 36% des salariés qui sont en stress chronique aujourd'hui, c'est-à-dire plus d'un tiers de la population, donc qui sont en souffrance au travail. Est-ce qu'on sait analyser l'origine de ce stress chronique ? Alors l'origine, oui, on sait l'analyser, on fait effectivement des diagnostics pour savoir pourquoi les gens sont stressés et où est-ce que le bas blesse, je dirais. Et ce qu'on constate, c'est d'abord le sens au travail. Les gens ne savent plus pourquoi ils viennent travailler. Donc ça explore en fait la stratégie de l'entreprise. Et c'est aux dirigeants évidemment d'expliquer pourquoi on travaille, quel est le sens du travail et vers où on va. Et par contre de laisser le comment aux salariés, comment faire. Donc voilà, il y a une souffrance qui est liée donc, au sens du travail, à la stratégie qu'on ne comprend pas bien, au système de valeurs aussi. On a beaucoup de conflits de valeurs qui stressent les gens. Et puis il y a ces réorganisations incessantes dans les entreprises qui font que les salariés ne comprennent plus non plus où va l'entreprise. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'entreprise est obligée aujourd'hui dans le monde actuel de s'adapter en permanence, et ça c'est vrai, et de façon très rapide en adaptation stratégique. C'est pas ça qui pose problème. Le problème, c'est d'expliquer pourquoi on le fait. Et là, en termes de communication, on voit que les salariés sont perdus et perdent le sens en fait au travail. Mais il n'y a pas que ça, si vous voulez, comme facteur de risques psychosociaux. Il y a aussi l'effritement du collectif, tout ce qui fait lien en fait. C'est la qualité du lien qui va faire en sorte que les salariés aujourd'hui se protègent en fait du stress. Donc qualité du lien avec leurs collègues et qualité du lien aussi avec leurs supérieurs hiérarchiques. Oui, parce qu'il y a une prise en compte des équilibres entre les vies privées et les vies professionnelles. Tout un tas de points qui sont prévus dans des accords d'entreprise faisables. Donc ça, c'est le rôle du délégué syndical, l'accord d'entreprise, et les consultations du comité d'entreprise. Donc qualité de vie au travail, équilibre vie privée et vie professionnelle, égalité homme-femme. Tout ça sont des outils qui permettraient d'améliorer la qualité de vie au travail et de permettre de lutter contre ces problèmes de stress. Or, on se rend compte que plus on en ajoute et moins c'est efficace. Est-ce que vous voyez une relation de cause à effet ou pas là-dessus ? Alors je dirais le progrès qu'il y a et qui est en France, c'est l'accord national interprofessionnel en 2013 qui a été signé sur justement un accord bien plus global qui englobe toutes ces thématiques, qui est la qualité de vie au travail. Et qui est un accord qui est très bien fait, qui explore, si vous voulez, le contenu du travail, qui explore l'organisation du travail, qui explore aussi la charge de travail, qui explore et qui va demain pouvoir explorer aussi le droit à la déconnexion par exemple. Et donc c'est un accord bien plus global que tous ces petits saucissonnages là que l'on a fait jusqu'à présent et qui permet en fait, si vous voulez, de remettre au cœur du travail la discussion sur le travail tout simplement.
Alors la discussion sur le travail, ça c'est du rôle des représentants du personnel. Donc on est avec l'employeur, mais il faudrait pour ça rétablir le canal de discussion, parce qu'on se rend compte quelquefois que soit c'est une devanture qui permet de dire nous dans notre entreprise on travaille pour la qualité de vie au travail, parce que là on est les champions du monde d'enfoncement de porte ouverte en disant un salarié heureux au travail est un salarié plus productif. Donc on se rend compte que la qualité de vie au travail et le bonheur des salariés au travail ne vaut que dès lors qu'ils bénéficient à l'entreprise, et que le fait qu'il bénéficie au salarié lui-même est bien moins prioritaire du point de vue pur de l'employeur. Oui, alors si vous voulez, ce débat de bien-être au travail, nous on est un peu quand même, on lutte contre, parce que l'idée c'est pas de bien-être, c'est être bien au travail. Et c'est là toute la différence. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Voilà. Et donc, vous savez, les salariés, qu'est-ce qu'ils nous disent, nous, dans nos diagnostics? Ils nous disent, voilà, ils aiment leur boîte, ils aiment leur métier. Par contre, ils n'aiment plus les conditions dans lesquelles on leur demande d'exercer leur métier. Et ce qu'ils veulent, c'est tout simplement bien faire leur travail, c'est-à-dire un travail de qualité. Voilà, les gens souffrent en fait des risques psychosociaux parce que y a toujours une pression temporelle qui fait qu'en fait, ils n'ont plus la possibilité de rendre un travail de qualité. Et ils souffrent aussi du manque de reconnaissance, parce qu'en France, on est dans un pays où on ne sait pas dire merci. Hein. Donc la reconnaissance du travail bien fait, la reconnaissance des efforts aussi, et on aurait vraiment intérêt à former nos managers à donner des signes de reconnaissance et de soutien aux salariés. Il y a d'ailleurs un site qui est très bien fait, avec une étude qui était très intéressante, c'est la CFDT qui a fait ça, qui est sur le site Parlons de Travail, où ils ont fait une étude sur 200 000 salariés qui ont répondu. Donc 200 000, ça commence à être assez représentatif. Pas tous syndiqués, puisque des gens pas syndiqués ont répondu aussi. Et on se rend compte que ce qui est pour eux le plus important, c'est effectivement la reconnaissance de ses pairs, la reconnaissance de sa hiérarchie, le sens au travail, les valeurs, comme vous venez de le citer. Ce qui a pour conséquence que le salaire arrive bien après, bizarrement, même quand on est dans des secteurs d'activité qui sont réputés peu lucratif, c'est-à-dire SMIC plus 10%, on se rend compte que la reconnaissance fait du bien, et que dans les entreprises où ça fonctionne, là effectivement il y a moins de problèmes de pathologie, d'usure du travail. Oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs études qui corroborent ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le salaire arrive en dernier. Et c'est vrai que les partenaires sociaux, ça devrait les faire réfléchir sur ce sujet-là, qui peut-être d'accélérer. C'est une chance en fait de faire le dialogue social sur autre chose peut-être que la négociation salariale, puisque on voit qu'il y a très peu d'augmentation quand même dans les entreprises malheureusement, et que les salariés en fait souhaitent tout simplement, avoir les conditions qui leur permettent de remplir un travail de qualité, encore une fois. Et puis d'être autonome aussi, ce qui nous, le reflet que l'on en a, c'est que les salariés nous disent arrêtez de nous contrôler, arrêtez le reporting à outrance et laissez-nous faire, nous on sait faire, voilà, donnez-nous de l'autonomie. Alors l'autonomie c'est un grand terme je dirais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la possibilité de pouvoir agir sur son métier. Et alors l'autonomie dans un cadre évidemment, hein, puisqu'il faut toujours fixer un cadre, et la possibilité aussi d'apprendre des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'il faudrait que les entreprises soient moins gérées par des tableurs et plus par des humains. C'est tout à fait ça. Remettre l'humain au cœur de l'entreprise, je crois que c'est vraiment, c'est pas qu'une fioriture, quoi. C'est vraiment l'enjeu de demain. On a tout fait de toute façon. On a déjà fait le cost killing, on a coupé les coûts, on a réduit les budgets, on a gagné en productivité. Enfin bon, à un moment donné, on a fait du lean management, voilà, du 5S. Enfin, on a tout fait. On a mis des procédures en place. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est motiver les salariés et remettre l'humain au cœur aussi de ce que peut l'entreprise développer en termes d'innovation. Ce que je dirais aussi, un autre chiffre qui nous paraît important de souligner, il y a une étude européenne Gallup qui est parue en 2012, qui n'est pas tout à fait récente, mais enfin qui montre qu'en France, 26% des salariés sont activement désengagés. Activement désengagés, ça veut dire qu'un quart de la population qui ne veut pas se mettre en souffrance, hein, donc qui se désengage, activement désengagés, ça va jusqu'à la non-qualité, c'est-à-dire, alors c'est des gens qui au départ étaient compétents, ils sont pas rentrés dans l'entreprise activement désengagés, vous comprenez bien, mais ils sont devenus
ils ont développé un certain cynisme, si vous voulez, par rapport au dysfonctionnement existant, par rapport au fait que on ne les écoute pas, ils n'ont pas la possibilité d'interagir sur les dysfonctionnements, donc ils se mettent en retrait et ils vont jusqu'à la non-qualité. Voilà. C'est-à-dire que là, on se rend compte que la hiérarchie des normes qu'on évoquait tout à l'heure change, le salaire devient une priorité et on entend pour ce que je touche, ça suffira. Exactement. Et surtout qu'on m'en demande pas plus. Et surtout qu'on m'en demande pas plus, puisque de toute façon, en fin d'année, j'ai pas de reconnaissance, j'ai même pas un merci, etc. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Alors vous, puisque vous êtes intervenante dans une structure qui s'appelle Better Human, oui. Vous intervenez donc dans les entreprises et vous faites des audits, vous faites des conseils, vous faites... Oui. Qu'est-ce que vous constatez ? Ce que je constate, c'est que, les salariés ne demandent qu'à être acteurs du changement. Mais qu'on les intègre en fait dans les réorganisations. Souvent, ce qu'on fait dans les changements d'organisation, il y a des études d'impact, si vous voulez, financiers, des études d'impact économiques, mais on oublie en fait les études d'impact humain. On se dit les hommes suivront. Sauf que on aurait tout intérêt en amont à intégrer en fait les salariés dans les process de changement, parce que eux seraient bien, ce sont eux qui ont les idées sur le travail et comment l'améliorer. Voilà, donc nous ce qu'on constate, c'est qu'à partir du moment où la direction ainsi que les élus, les membres du CHSCT, du CE, les délégués syndicaux sont d'accord pour s'accorder un temps de réflexion sur comment faire et laisser en fait des espaces de discussion au niveau des équipes, au niveau des métiers, au niveau des salariés, et là on dégage des énergies. En fait. Alors j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'interviewer Jean Auroux et je lui avais demandé si aujourd'hui il pourrait remettre d'actualité les lois Auroux de 82. Il m'a dit non, ce ne serait pas possible, parce qu'à l'époque, quand j'ai lancé mes consultations pour écrire les lois Auroux et puis les faire voter, je suis allé voir les patrons et en face de moi, j'avais des capitaines d'industrie. J'avais des sidérurgistes à la tête de la sidérurgie, j'avais des métallurgistes à la tête de la métallurgie. Aujourd'hui, j'ai affaire à des banquiers. Et en ayant affaire à des banquiers, on n'est plus dans la stratégie long terme d'un développement d'entreprise qui doit s'équiper pour produire, mais on doit être dans le développement d'entreprise qui vise à produire pour améliorer les marges. Donc partant de là, toutes les valeurs changent. C'est-à-dire que dans la mesure où la priorité de l'entreprise n'est plus d'être professionnel dans son métier, mais de dégager de l'argent pour les banquiers et les fonds de pension, on ne peut plus gérer l'humain de la même manière. Et il ajoute, je préférerais que la DRH veuille dire direction des relations humaines plutôt que des ressources humaines. L'humain n'est pas une ressource. Le gaz est une ressource, le pétrole est une ressource. L'humain n'est pas une ressource. L'humain, c'est un matériau vivant. Donc est-ce que là aussi, de la part de la gestion qu'ont les directions avec les salariés, il n'y aurait pas un travail à faire, vous, ce que vous constatez dans ce... Est-ce qu'on les gère comme des pions qu'on place à droite à gauche sans en tenir compte, ou est-ce qu'il y a des entreprises où quand même l'humain a encore un peu d'importance ? Oui, alors heureusement, l'humain a encore de l'importance, évidemment, dans les entreprises que l'on côtoie. Pour la libre expression des salariés, donc les lois Auroux de 82, on les a remis au goût du jour, notamment dans une grande entreprise de transport. Et justement, ça permet aux salariés de s'exprimer en dehors aussi, peut-être de leurs représentants du personnel, directement auprès de la direction. Et on a des effets très positifs à ça, ne serait-ce que parce que les salariés sont inquiets, par exemple, de la stratégie qui va être mise en place, et ils ont une réponse directe ou du DRH ou du directeur du site, et puis aussi ils ont des idées pour améliorer le travail, et c'est autour de ces discussions de libre expression que l'on trouve des poches de productivité, si vous voulez. Alors là, on est sur le salon des comités d'entreprise, on est en train de pointer une carence du comité d'entreprise qui n'est pas formé pour ça. Il faut savoir qu'un élu, c'est d'abord un salarié qui est dans 80% des cas non cadre, à qui on demande d'avoir des compétences en expertise comptable, en ergonomie, en gestion de budget des activités sociales et culturelles, d'agents de voyage, etc. Là, on se rend compte qu'il y a une carence supplémentaire, c'est celle de la communication. Si les salariés veulent être en prise directe avec l'employeur pour avoir des informations, c'est que le comité d'entreprise, lui, n'est plus capable de faire circuler cette information. Oui, c'est-à-dire, c'est compliqué aussi. Le comité d'entreprise ne peut pas tout faire. Je crois qu'en fait, chacun a son rôle. C'est pas tellement de court-circuiter en fait le comité d'entreprise. Les lois Auroux, elles n'ont pas été faites pour ça. Elles ont été pour la libre expression des salariés, mais de tous les salariés. Non, je crois que chacun a son rôle à jouer. Au contraire, justement, les partenaires sociaux ont toute leur importance pour pouvoir rentrer le dialogue social sur cette fameuse ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Mais c'est réunir toutes les conditions
conditions pour que les salariés aient tous les moyens pour pouvoir bien faire leur travail, encore une fois. Alors là, on a aussi un nouveau phénomène, peut-être pour aller pallier et pour avoir cette prise directe entre le salarié et l'employeur. On a un nouvel anglicisme, là, depuis le mois de septembre, on entend parler de ça dans les journaux, le Chief Happiness Officer. Oui. Alors, le Chief Happiness Officer serait Superman, qui serait rattaché au service des ressources humaines pour s'inquiéter de la qualité de vie au travail et du bonheur au travail des salariés. Est-ce que là, on n'est pas en train, de la part des employeurs, de créer un nouveau poste pour squeezer encore une fois le comité d'entreprise en attribuant à une personne rattachée au service RH des compétences du comité d'entreprise, puisque c'est à lui qu'on va confier la possibilité de donner son avis sur une nouvelle organisation, sur une forme de rémunération, sur l'animation de la collectivité de travail. J'ai lu une liste qui est parue dans le Parisien début janvier, qui est extrêmement édifiante de ce qu'on veut donner à un Chief Happiness Officer. Les 2/3 de la liste sont des prérogatives du CE. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté pour essayer de faire mieux et de squeezer le représentant du personnel que d'aller confier ça en plus à la DRH? Est-ce que vous avez constaté, vous? Oui, alors moi, j'ai pas constaté ça dans les entreprises parce que c'est vrai que c'est pas encore arrivé. Je crois que c'est le Canada qui a mis ça en place au départ. Ça vient des startups en Californie. Ou en Californie, voilà, oui, d'accord. Non, alors, bon, dans les entreprises que l'on rencontre en France, on n'a pas encore ce statut comme vous dites, là, de Chief Happiness. Voilà. Non, moi je crois que au contraire, les DRH aujourd'hui sur les risques psychosociaux, ce qu'on constate, c'est qu'ils veulent inclure justement les membres du CHSCT sur des formations de prévention des risques psychosociaux pour qu'on ait tous en fait qu'on partage tous le même vocabulaire, la même connaissance pour pouvoir agir et pour pouvoir agir de façon concertée. J'ai pas remarqué en fait qu'on voulait décharger le comité d'entreprise ou ce que vous dites. Alors il y a un autre point aussi, on vient de pointer la carence du comité d'entreprise en communication, mais il y a aussi l'ignorance du salarié des compétences du comité d'entreprise. Oui, parce que plutôt que d'aller chercher l'information en direct, il peut se retourner vers son CE. Et comment le comité d'entreprise et les autres représentants du personnel d'ailleurs peuvent être acteurs pour travailler pour la préservation de la qualité de vie au travail? Ils doivent, eux, remonter des informations. Ils ont des prérogatives pour demander des informations à l'employeur et ainsi avoir des indices pour pouvoir lutter pour la qualité de vie au travail. Par exemple, si on veut savoir si dans un service ou l'autre, il y a plus d'absentéisme, pour pointer un manager et pour après faire des propositions sur l'accompagnement du manager. Ça, ce sont des choses qui sont possibles aussi. Oui, tout à fait. Bien, nous, quand on fait les diagnostics, on intègre bien sûr les partenaires sociaux parce que sinon, il faut à la fois que la direction et les partenaires sociaux soient d'accord en fait pour après mettre en œuvre des plans d'action. Alors des plans d'action pragmatiques, hein, parce que si on fait, si on définit 100 actions, si vous voulez, on ne le ferait jamais. Hein, donc maximum, on va dire 10-15 actions maximum. Et comme vous le dites très justement, il faut pointer en fait les diagnostics d'entreprise de façon générale cachent des écarts types et donc il faut pointer service par service, où est-ce que ça pêche et comment on peut faire après pour solutionner. Alors, il y a des solutions qui existent. Le seul truc, c'est qu'il faut s'attacher aux causes, en fait. Voilà. Chercher la cause racine. Voilà. Qu'est-ce qui fait défaut? Est-ce que c'est la reconnaissance au travail? Est-ce que c'est le manque de soutien des équipes? Un management tyrannique? Est-ce que c'est un management qui tyrannique ou est-ce que c'est du harcèlement moral qu'il y a dans ce type de management? Voilà. Est-ce que c'est les moyens aussi qui sont alloués aux services qui ne sont pas au niveau des attentes, hein? Est-ce que les gens ont la bonne compétence pour pouvoir exercer leur métier? Est-ce que c'est pas ça qui les stresse parce qu'on leur demande de faire quelque chose où ils n'ont pas été formés? Est-ce qu'il faut valoriser des parcours aussi de formation ou des parcours de carrière parce que les gens s'usent aussi à faire un métier routinier. Voilà. Donc moi je crois à l'importance de chercher la cause racine mais au plus près du terrain si vous voulez, au plus près du service. Quand on parle de formation, il y a d'énormes carences en ce moment. On parlait de ça dans une autre interview ici à Lille hier où je pensais que c'était que dans notre entreprise, mais c'est dans toutes les entreprises. En ce qui concerne la formation, le passage au compte personnel de formation n'a pas été du tout pris en compte par les employeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la démarche obligatoire à faire pour alimenter le compte personnel de formation. Ce qui fait que quand un salarié veut se former pour évoluer, parce que ça aussi c'est facteur de qualité de vie au travail et de reconnaissance, c'est la possibilité qu'on a de se dire je peux faire une formation pour évoluer vers ou pour acquérir des compétences complémentaires pour évoluer dans l'entreprise. Mais a priori, les choses n'ont pas été mises en place. Est-ce que là aussi, les élus
et les mandatés, donc on va parler de tous les représentants du personnel, ne doivent pas peser plus lourdement que ce qu'ils le font pour que tout ce qui est mis en place au bénéfice des salariés puisse être puisse être pris comme droit et qu'ils puissent en avoir toute jouissance. Si demain, comme hier, le droit individuel à la formation, c'est le droit aux salariés de demander et le droit au DRH de refuser, alors le compte personnel de formation n'aura servi à rien. Comment je fais, moi, représentant du personnel, pour peser et faire en sorte que ce droit soit respecté? Ça aussi, je pense qu'il faut bien le signifier aux élus. C'est qu'ils ont des compétences, ils ont des prérogatives, il faut qu'ils les affirment. Oui, oui, tout à fait. C'est leur rôle, effectivement, de mettre en place des solutions, enfin, de sensibiliser la DRH pour que les salariés soient informés de leur compte personnel de formation. De la même façon qu'on parlait en début d'interview du C3P, donc du compte de personnel de prévention de la pénibilité physique, qui est mis en place par les entreprises de façon automatique, si vous voulez, à partir du moment où le salarié est exposé à des facteurs de pénibilité physique au-delà d'un certain seuil et sur une durée d'une année. Donc ça ouvre aussi un compte de points et ce salarié en fait bénéficie du coup d'heures de formation qui peut lui permettre de se former sur un métier où ça serait moins pénible physiquement, par exemple, ou de partir à la retraite, si vous voulez, de façon anticipée, ou il peut également bénéficier de points. Bon, tout ça, vous le soulignez très bien, c'est un problème de communication derrière. Il faut que le salarié soit au courant et que les élus aussi soient au courant. Mais il faut surtout qu'il y ait plus d'échanges entre élus et salariés. Qu'il y ait plus d'échanges. Et voilà, tout à fait. Il faut que d'abord que les élus soient au courant et qu'en plus, après, ils sachent orienter le salarié ou chercher l'information. Alors, puisqu'on parlait d'accord dans les entreprises sur les comptes de pénibilité, est-ce qu'il n'y aurait pas quelques ficelles à donner à nos élus pour intégrer des sources de risques psychosociaux dans ces accords de pénibilité? Je pense par exemple, il y a une étude qui dit que les gens qui commencent avant 5 heures du matin et ou qui finissent après 23 heures ont plus de chances d'avoir un infarctus que les autres. Est-ce que dans des entreprises où c'est récurrent, je pense à des gens qui sont souvent en déplacement dans les trains de bonne heure, les avions de bonne heure tard, il n'y a pas possibilité d'y inclure ce facteur-là dans le compte de pénibilité? Ou est-ce que c'est tellement rigide qu'on ne peut pas? C'est ça la question. Le problème, si vous voulez, c'est que dans le compte pénibilité physique, il y a des seuils. Donc, par exemple, voilà, vous ne pouvez pas porter des lourdes charges de plus de 25 kilos pendant tant d'heures sur une année, ou alors travailler dans des milieux hostiles comme moins 5 degrés ou plus 30 degrés. Le problème des risques psychosociaux, c'est qu'il n'y a pas de seuil, si vous voulez, au niveau du stress. Puisque le stress est une perception individuelle. C'est-à-dire que ce qui me stresse moi ne va pas forcément vous stresser vous, Jacques. Donc, vous voyez, donc comment mettre un seuil? Non, franchement, c'est pas possible. On ne peut pas mettre un seuil de niveau de stress et c'est toute la difficulté d'aborder les risques psychosociaux. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher aux causes racines, encore une fois, et mettre en œuvre des plans d'action qui finalement coule du bon sens, c'est-à-dire expliquer la stratégie, donner du sens, donner de l'autonomie, parce qu'on n'a pas dans les centres, par exemple, bon ça c'est Karasek qui montre ça, pour lutter contre le stress, on n'a pas réinventé la poudre, si vous voulez. Il faut recréer du collectif, donner de l'autonomie aux salariés, une marge de manœuvre, la possibilité d'apprendre des choses nouvelles, donc ce qu'on a dit avec la formation, et puis toujours pareil, donner des signes de reconnaissance du travail et bien fait, des efforts fournis aussi pour réaliser ce travail et soutenir le salarié, soutenir les équipes. Voilà. Alors, il y a un contre-argument de l'employeur aussi quand le comité d'entreprise dit il y a un problème dans ce service. Oui. Le DRH dit c'est un problème de ressenti. Oui. Quels sont les outils qu'ont les représentants du personnel pour dire voilà, le ressenti c'est votre traduction, voilà nous les éléments qui nous font dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce que le comité d'entreprise est en mesure de demander, de vérifier ou de quel recours pour pouvoir amener à l'employeur la preuve que ce n'est pas du ressenti quand on en est au 3e départ pour dépression en maladie? Alors le recours, c'est de effectivement réaliser une expertise par un cabinet indépendant qui va mettre en place donc un diagnostic donc avec une méthode scientifique et qui va pouvoir donc écouter les salariés, voir s'il y a effectivement une problématique peut-être de harcèlement moral ou voir quelle est la cause en fait du dysfonctionnement du service
Et à ce moment-là, cette expertise mandatée par le CHSCT fait réagir en général la DRH parce qu'il y a un document avec une méthode scientifique derrière. Alors, si après ça, l'entreprise ne réagit pas, il y a des moyens légaux après d'intervenir en disant attention, il y a mise en danger de la vie des salariés, il y a des risques récurrents. Là, on peut aller, après, on peut rester en justice. Oui, alors la problématique, tout ce qui concerne le harcèlement moral pour aller donc en justice, ça se plaide au niveau du pénal. Et comme dans tout ce qui est plaidoirie au niveau du pénal, vous devez prouver l'intention. Donc ça, c'est quand même difficile. Je crois qu'il y a à peu près 12% des plaintes de harcèlement moral qui arrivent, qui arrivent à être reconnues comme harcèlement moral. Donc 12%, c'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le harcèlement moral en France est très encadré. Il faut justifier que ce soit donc un harcèlement répétitif, subi, qui a donc une dégradation de la santé mentale ou physique, qui a compromis en fait l'exécution du travail et qui va jusqu'à compromettre l'avenir professionnel du salarié. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, prouver un harcèlement moral auprès d'un tribunal est très compliqué. Oui, et puis il y a les discours, parce qu'effectivement, pour une entreprise, ça fait désordre d'avoir quelqu'un qui se suicide. On va prendre le cas extrême qu'on a connu chez France Télécom, Orange, qu'on a connu dans la police, qu'on a connu dans d'autres entreprises privées, où là, tout de suite, communication de crise en disant non, mais ces salariés-là, ces policiers-là, avaient des problèmes dans leur vie privée. Et quelquefois, l'employeur se retranche derrière la vie privée. Et là, c'est très, très difficile d'arriver à faire la part des choses quand on va en justice. Pourtant, en ce qui concerne Orange, l'entreprise a été condamnée. Et récemment, à côté de Marseille, un salarié s'est suicidé en tenue de son entreprise, donc avec ses vêtements de travail. Le communiqué de presse de l'entreprise avait dit oui, mais il avait divorcé, il était affecté. Il avait divorcé il y a 15 ans et il allait très bien. Et c'est un changement de management qui l'a poussé à bout et qui a fait qu'il s'est suicidé. Donc ça, c'est très encore difficile de lutter contre un service de communication de crise bien structuré quand on est représentant du personnel et qu'on n'a pas cette formation. Oui, d'où l'intérêt effectivement de sensibiliser donc justement les membres du CE et les partenaires sociaux sur ces sujets des risques psychosociaux pour qu'ils soient alertés et qu'ils aient une connaissance en fait de la structure juridique en France. Juste pour rebondir sur ce que vous dites alors psychosociaux c'est quoi? C'est psycho, c'est l'individu et social c'est l'entreprise et donc effectivement je dirais l'individu est le même qu'il soit au travail ou qu'il soit chez lui et c'est toute la difficulté de savoir si le risque il vient du travail ou il vient de chez lui mais bien souvent c'est le travail en fait qui influe sur la vie privée. Quand on fait, tous ceux qui nous regardent et qui sont donc salariés, puisque en grande majorité, ceux qui vont nous regarder sont des salariés ou des élus de comité d'entreprise. Donc à faire un décompte, combien de temps dans la journée ils passent en famille. S'ils enlèvent le temps où ils dorment et le temps où ils sont dans les trajets, le temps où ils sont au travail, ça doit se résumer à 4 ou 5 heures par jour. Donc effectivement, l'impact du travail sur la durée dans la journée est plus fort que l'impact de la famille. Alors si en plus il y a un grain de sable dans la famille, le côté affectif va faire exploser les compteurs. Mais c'est vrai que c'est d'abord dans la société dans laquelle on vit, et notamment chez les cadres au forfait jour qui ont des journées à rallonge, puisque pas possibilité de se déconnecter, tout le temps sous pression, les objectifs. Et puis quand on est cadre au forfait jour, on n'a pas réellement de temps de travail dans la journée. Ça aussi, ça vient ajouter à la charge émotive et à la charge psychologique. C'est cette pression et ces nouveaux outils mis à notre disposition pour être complètement enchaînés à l'entreprise. Là, il faut gérer la déconnexion aussi. Oui, alors tout à fait. Alors justement, il y a la loi qui est sortie là en janvier 2017 qui ouvre le droit à la déconnexion donc dans le Code du travail, qui fait son entrée dans le Code du travail. Et justement, donc c'est une chance cette loi en fait pour les partenaires sociaux pour prendre la parole sur ces sujets de déconnexion au travail. Il y a une enquête qui est sortie en 2016 qui montre que près de 40% des salariés sont connectés en dehors de leur temps de travail. Donc ça pose quand même problème. Et il y a une autre enquête aussi qui est sortie de l'APEC qui dit que 3/4 des cadres pendant leurs vacances se connectent. Or, on sait très bien que on a besoin de déconnexion, on a besoin de se reposer et on ne dort pas de la même manière. Si vous restez connecté, le cerveau ne se repose pas de la même manière, même si vous regardez ne serait-ce qu'1 heure par jour vos mails.
Voilà. Donc nous, ce qu'on conseille en fait en termes de prévention à titre personnel, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier justement, hein, d'avoir une vie équilibrée entre professionnel et personnel, sachant que c'est difficile avec ces moyens modernes de communication. Et cette ouverture sur le droit à la déconnexion va permettre justement de respecter les temps de pause, respecter les temps de congé, de mettre en œuvre en fait des outils de régulation de ces mails, sachant que on reçoit à peu près, il y a une étude aussi là qui montre que c'est 120 mails par jour. Donc on aurait intérêt, je dirais, aussi peut-être à former les managers ou les salariés à qu'est-ce qu'on met dans un mail, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre. Alors oui, là il y a un gros travail. Maintenant, il y a un autre travail, c'est un travail de pédagogie, parce qu'il y a des salariés, moi j'en ai rencontré, qui m'ont dit pourquoi vous voulez réguler les heures auxquelles on doit recevoir des mails ou les envoyer. Je veux être libre de travailler si j'ai envie de travailler au milieu de la nuit. Oui. Parce que là aussi, comment on peut faire notre rôle d'élu et de prévention de ces risques-là, tout en n'étant pas en travers de la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Oui. Ça, c'est compliqué aussi, il faut savoir le gérer. Oui, c'est compliqué, surtout avec la nouvelle génération qui, elle, est née branchée, digitale, connectée. Donc, elles arrivent sur le marché de l'emploi avec ces outils. Maintenant, ce que je dirais, attention aussi à l'addiction, c'est-à-dire que je crois que les élus peuvent aussi sensibiliser. Les gens connaissent quand même le stress chronique, donc ils savent ce que c'est, ils savent ce que c'est que la pression. Ils n'arrivent pas à se déconnecter et la loi est là peut-être pour leur mettre des garde-fous. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Nous, on a chez nous une cadre qui dit moi, je m'en vais à 4h30 parce que je vais chercher ma gosse. Je m'occupe de ma gosse et à 8h, je me remets au travail. Très bien. Si tu fais 2 ou 3 heures de boulot parce que tu les as pas fait, que tu as une mission, c'est pas... mais elle peut travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. Et là, comment, quand on est élu, on lui explique que c'est mauvais pour sa santé et que ça va coûter cher à la mutuelle, puisqu'on travaille là avec notre sponsor Aesio. Et j'allais dire, on est bassement matérialiste, mais si on ne veut pas avoir flambé nos cotisations mutuelles et si on ne veut pas creuser le déficit de la sécurité sociale, c'est l'affaire de tous que d'avoir des gens qui préservent leur santé. Bien sûr. Alors, il y a des exemples dans les entreprises que l'on rencontre qui, par exemple, déconnectent les serveurs la nuit. Hein, voilà, comme ça, la personne ne peut plus envoyer de mail, par exemple. Bon, ce qui n'empêche pas quand même de travailler hors connexion, je dirais. Mais bon, voilà, on peut trouver des choses. Mais je crois beaucoup, moi, à la sensibilisation sur ces sujets. C'est-à-dire que, bon, souvent, on forme les membres du CHSCT puis les managers sur les sujets des risques psychosociaux. Mais à la limite, je dirais, c'est peut-être former l'ensemble des salariés sur ce sujet-là aussi, de quels sont les risques de la connexion permanente pour la santé, en fait, pour leur santé. Alors, il y a un autre point aussi. Il y a eu un discours d'entreprise, on l'entend un peu moins, mais on disait il y a le bon stress et le mauvais stress. Oui. Ça aussi, le management par le stress, c'est-à-dire la proximité de l'objectif, on fait toujours courir, il faut maintenir la pression. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement dire qu'il n'y a ni bon ni mauvais stress? Tout ça, ce n'est que du stress. Alors, il y a une courbe qui a fait beaucoup de mal, celle dont vous parlez, c'est-à-dire que c'est la courbe de... enfin, peu importe, je peux dire que c'est Dodson, je crois, donc, qui date de 1900 quand même. Hein. Donc, à partir du moment où vous stressez les gens jusqu'à un certain point, voilà, ça leur faisait du bien parce qu'ils travaillaient plus. Donc, ça a été démontré quand même en 2008, c'est-à-dire presque maintenant 9 ans que ça a été démontré scientifiquement, que ce n'est valable que dans 10% des cas, ça a été démontré par le professeur Gosselin. Donc dans 75% des cas, quand vous stressez les gens, vous les rendez en fait, moins efficaces et intellectuellement moins innovants. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de bon ou mauvais stress, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de stresser les gens aujourd'hui. C'est ce que certains psychiatres appellent le syndrome de la mission impossible qui vient aggraver et faire exploser le pourcentage de burn-out. C'est-à-dire que quand le salarié sent qu'il ne va pas y arriver et que les objectifs sont faits pour qu'ils ne soient pas atteints, il est dans une situation d'échec, celui de la mission impossible, et là, réellement, il se sent inutile et il se demande ce qu'il fait là. Oui, tout à fait. Alors malheureusement, dans les entreprises, on voit de plus en plus ce phénomène d'épuisement professionnel, qui s'appelle le burn-out, à la fois parce qu'il y a des objectifs impossibles, comme vous le dites, parce qu'il y a une charge de travail aussi très élevée dans les entreprises, et puis on voit des gens aussi qui sont en conflit de valeurs très fortes. Et qui à un moment donné ne se retrouvent plus donc, dans les missions qui leur sont demandées et qui arrivent jusqu'à un épuisement physique très important, puis un épuisement émotionnel qui arrive donc au syndrome du burn-out, c'est-à-dire le matin quand vous ne pouvez plus vous lever et que c'est un écroulement psychique, quoi. Alors,
C'est très bien matérialisé dans un film qui s'appelle De bon matin, avec Jean-Pierre Daroussin. Et là, on voit que la différence entre la dépression et le burn-out, ce qu'expliquait Patrice Schendorf, qui est psychiatre et médecin légiste, c'est que la dépression, vous ne pouvez pas dire quel jour ça a commencé. La descente est très, très progressive. Et vis-à-vis de non, tout va bien, mais ça va pas bien, en fait. Oui. Alors que le burn-out, ça arrive tout d'un coup et vous savez très précisément à quelle heure ça a commencé et à quelle heure c'est terminé. Et il y a toujours de la violence, que ce soit vers soi-même ou vers les autres. C'est la différence entre les deux. Donc ça, on sait le matérialiser. Alors si on sait le matérialiser, comment on arrive à ne pas le prendre en compte? C'est quand même phénoménal. Oui, alors il y a la grosse problématique, c'est la reconnaissance du burn-out en termes de maladie professionnelle, qui coûterait cher effectivement à la branche entreprise en termes de cotisation, mais qui aurait le mérite en fait de faire une prise de conscience aussi, parce que bon, nous on intervient par exemple dans les entreprises pour prévenir le burn-out, et donc il y a quand même des solutions que l'on peut trouver pour pas arriver à ces extrêmes-là. Être à l'écoute aussi des autres, de son collègue, pas forcément que le supérieur hiérarchique est en prévention ou que les élus. Vous avez aussi un devoir de non-assistance à personne en danger en tant que citoyen. Et je dirais, ce qui est difficile quand même à prévenir sur le burn-out, c'est que les personnes vous disent que ça va bien. Donc elles refusent l'aide. Ça va bien jusqu'au moment où ça explose. Elles refusent l'aide. Voilà. Par contre, vous, en tant que collègue, vous êtes quand même, vous voyez, vous êtes alerté, vous voyez les changements. Et vous voyez que la personne va dans le dur. Voilà, donc on aurait intérêt quand même à sensibiliser sur ce sujet pour justement éviter d'en arriver là. Alors vous pointez la nécessité de reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle. Il faut expliquer peut-être à ceux qui nous regardent que l'enjeu il est purement financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un burn-out, ça pèse sur le régime général, c'est-à-dire nos cotisations, nous de salariés. Si demain c'est reconnu comme maladie professionnelle, c'est le principe du pollueur-payeur. Oui. C'est-à-dire que c'est uniquement sur la caisse des risques professionnels, donc alimentée par les employeurs, que ça va peser. Et c'est peut-être là qu'il y a des blocages pour que ce ne soit pas reconnu maladie professionnelle. Parce que je pense que l'enjeu c'est 1 milliard d'euros. Oui. Ça doit être, c'est ce qui était sorti dans un débat. Oui. L'enjeu est 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros de moins sur le régime général, c'est-à-dire le déficit de notre sécu à nous avec nos cotisations serait moindre. En revanche, les cotisations des employeurs seraient beaucoup plus élevées. Et déjà qu'ils se plaignent qu'ils ont beaucoup de charges, ça ne va pas arranger le discours. Oui, alors la problématique quand même, elle vient du fait aussi que le burn-out n'est pas reconnu comme maladie psychiatrique dans le DSM-4 qui est le recueil des maladies psychiatriques. Donc si vous voulez, avant d'être reconnu comme maladie professionnelle, il faudrait aussi qu'elle soit reconnue déjà comme maladie tout court. Donc je crois que quand même on en est loin de la reconnaissance du burn-out en termes de maladie professionnelle. Les médecins généralistes sont peu armés en fait pour le détecter. Souvent ils mettent des pressions parce qu'ils ne savent pas vraiment la différence entre les deux. Ils ne sont pas forcément formés sur ces nouvelles typologies de maladies. Voilà, donc malheureusement on est encore loin de le reconnaître comme maladie professionnelle. Et puis il y a une carence au niveau de la médecine du travail aussi. Parce que le premier alerté de ce genre de problème dans une entreprise, c'est le médecin du travail. C'est le médecin du travail qui voit les certificats de reprise, les gens qui partent, les raisons pour lesquelles ils partent, les visites médicales. Bon, il y en a de moins en moins, puisqu'on a décidé que comme il n'y avait plus de médecins, il n'y avait plus de malades. Donc on fait les visites plus que tous les 2 ans, puis il y a encore une réforme qui est en cours. Donc là, la médecine du travail ne fait pas son travail non plus. Enfin, ne fait pas son travail, n'a pas la possibilité de faire son travail. Parce que quelquefois, quand on a, et c'était le cas chez Orange, je crois qu'ils ont licencié 5 médecins du travail qui étaient attachés directement à Orange et payés par Orange parce qu'ils ont soulevé les problèmes. Donc à un moment, la médecine du travail, elle n'a pas la possibilité d'être objective et de travailler. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Et en même temps, je dirais que si vous voyez votre collègue ou si vous êtes le supérieur hiérarchique et que vous voyez un membre dans votre équipe qui est susceptible de faire un burn-out, vous avez quand même le devoir aussi de prévoir une visite médicale auprès du médecin du travail. Vous pouvez obliger la visite médicale pour avoir en fait un avis sur... Bon, les médecins du travail sont quand même formés de plus en plus sur ces sujets-là. Ils sont au fait de ces sujets parce que 80% des consultations sont des consultations, si vous voulez, d'ordre de stress chronique. Alors, le burn-out étant le summum du stress chronique, je dirais, puisqu'on arrive à l'épuisement professionnel. Mais les représentants du personnel sont quand même assez muselés dans leur communication avec les médecins du travail. Il m'est arrivé, moi, d'appeler le médecin du travail, où j'ai la chance d'être dans une zone à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, où on mange au même endroit avec le médecin du travail. Et quand je lui dis est-ce que vous pouvez, docteur, me faire un diagnostic de mon entreprise sur ce sujet, il me dit je ne peux pas vous en parler. C'est confidentiel, je ne peux pas vous en parler. Oui.
tout en étant délégué syndical et délégué du personnel. Là aussi, il faudrait peut-être revoir la règle pour que les représentants du personnel puissent discuter de manière ouverte et avoir les dossiers ouverts de la part du médecin du travail. Parce que comment avoir des informations si là où est la source, on ne peut pas aller s'y alimenter? Oui, après ils sont tenus au secret professionnel, donc ça c'est... Ils ne demandent pas de nom, ils disent voilà, confidentialité des données. C'est-à-dire que je ne vais pas demander si madame une telle est dépressive ou pas, ou risque le burn-out, mais de dire quel est l'état des salariés globalement de l'entreprise dont vous vous êtes rendu compte dans les visites médicales précédentes. C'est tout ce qu'on veut savoir. On n'a pas besoin d'avoir des noms. Là, oui, effectivement, on touche au secret médical. Mais la confidentialité va jusqu'à la confidentialité sur l'état global de santé des salariés de l'entreprise, alors qu'on est représentant du personnel et que de notre côté, on va se retourner vers l'employeur pour avoir des données là-dessus. Donc, il y a un moment, on ne peut pas avoir les infos, et quand on ne peut pas avoir les infos, on ne peut pas agir. Oui, tout à fait. Alors, nous, ce qu'on voit dans les entreprises quand même, c'est que certaines médecines du travail donc, fournissent en fait la fiche entreprise avec, et on peut avoir un certain nombre de détails, notamment est-ce que c'est des arrêts courts par exemple, des arrêts longs, voilà, donc parce qu'en fonction effectivement des typologies de maladies, c'est pas la même chose. Et donc ça permet en fait aux partenaires sociaux et aux DRH d'avoir une vision claire et de savoir comment on fait pour agir. Mais j'ai déjà vu des médecines du travail jouer le jeu là-dessus. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une opacité, et alors régulièrement, puisque le comité d'entreprise est aussi consulté sur le montant des cotisations des mutuelles, on nous explique le risque avec la prévoyance, avec tous les éléments, donc mutuelle et prévoyance, en disant voilà le risque qu'on pèse, voilà si ça va être repris ou pas repris par la nouvelle mutuelle et le nouvel organisme de prévoyance, parce qu'on a des pathologies longues, etc., etc. Mais là, il faut être détective privé pour arriver à comprendre qui est en pathologie, pourquoi ça pèse comme ça sur les comptes, jusqu'à quand ça va peser, pour que les représentants du personnel puissent se retourner vers les salariés en expliquant la fluctuation du montant des cotisations. Et de même, sur tout ce qui est santé au travail, ou santé des salariés, là-dessus, il y a une opacité qu'il faudrait un peu lever pour que les représentants du personnel puissent mieux travailler, et pas simplement sur les cas de RPS, de risques psychosociaux, mais aussi purement et simplement sur la connaissance de la raison de l'augmentation des cotisations de la mutuelle, ou de pourquoi il va être très difficile de trouver un autre prestataire parce qu'il y a un risque qui a été pris et qui ne pourra pas être pris par la nouvelle mutuelle ou la nouvelle prévoyance. Et je pense que là, il y a un gros travail à faire. Oui, tout à fait. Il y a un travail de savoir quel indicateur on prend, hein, quels sont les indicateurs qui nous sont utiles à l'entreprise et qui sont propres à l'entreprise. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse faire des cas généraux et recouper les informations avec à la fois les données de sortie des ressources humaines, du logiciel de paye ou des données que l'entreprise a, et les données de la santé au travail, et peut-être des données aussi externes qui en fait permettent de prévenir en fait tous les risques, en fait tous les typologie de risque. C'est surtout vérifier l'information qui est donnée par le service RH. Je ne veux pas dire que les informations données par les entreprises ne sont pas sincères à 100%, mais il y a tout de même un risque. On ne sait jamais si l'information qu'on nous donne, elle est 100% fiable ou pas. Parce qu'un plan d'action, ça se base sur des informations fiables. Oui, tout à fait. Alors là, vous posez un peu le problème de la confiance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on agit ensemble, donc on agit en toute confiance, et effectivement, les données, alors les données, je pense qu'elles sont pas erronées, elles sortent des logiciels de paye de toute façon, donc elles sont vérifiables normalement, elles sont quantifiables. Mais nous, ce qu'on voit dans les entreprises, quand même, c'est vraiment une prise de conscience sur ces sujets de la santé mentale, parce qu'on sent bien que c'est la source de sous-performance de l'entreprise, et que si on veut encore gagner en compétitivité, il va falloir quand même s'occuper des hommes, donc c'est quand même l'essentiel. Et je trouve que l'opportunité du dialogue social sur ce sujet-là, il est vraiment ouvert. Et moi, je rencontre en fait des partenaires sociaux qui sont tout à fait prêts à discuter avec la direction sur comment on fait pour que les gens soient moins stressés. Voilà. Alors, vous, dans vos audits que vous pouvez faire, donc j'imagine que vous auditez à la fois côté instance représentative du personnel et à la fois direction. Quel est le chaînon manquant pour que ça marche bien dans la plupart des entreprises que vous voyez? Il y a forcément un élément qui pêche pour que ça ne marche pas. Oui, alors je dirais que pour que ça marche, il faut la volonté de la direction d'abord.
Voilà, c'est vraiment le préalable, c'est-à-dire que si la direction, bon, on n'est pas vraiment convaincu d'aller sur le sujet de la qualité de vie au travail ou de donner de l'autonomie et responsabiliser les salariés, je dirais on fait chou blanc, quoi. Hein, voilà. Donc le préalable à tout ça, c'est quand même la volonté forte de la direction d'aller sur la qualité de vie au travail. Est-ce que quand on est représentant du personnel et qu'on a des relations et que son organisme de prévoyance et sa mutuelle, on ne peut pas travailler avec en tant que partenaire, parce que quand on paye une cotisation à une mutuelle, c'est un partenaire. Lui demander de peser sur cette volonté de la part de l'employeur en disant attendez, arrêtez de faire flamber vos cotisations parce que votre stratégie là de communication en matière de santé au travail avec les instances représentatives du personnel, voilà ce que c'est en train de vous coûter, parce que eux, il n'y a pas de problème de secret professionnel, ils ont les fiches et ils savent ce qu'ils payent, à qui ils le payent. Et ils ont les mêmes informations que le patron. Donc ils peuvent échanger en disant, vous voyez, si votre management était différent, on peut vous aider, nous, à faire en sorte de baisser vos cotisations, parce que les employeurs, quand on leur parle en euros, ils comprennent mieux que quand on leur parle en français. Et donc peut-être qu'il faudrait intégrer cette notion-là. Oui, alors vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs, heureusement, je dirais maintenant on a des chiffres, parce que sinon avant les employeurs nous écoutaient notre discours globalement, mais bon, si c'est voilà, sans chiffres on ne fait rien. Donc aujourd'hui on est en mesure de prouver que 1 euro dans la prévention de la santé mentale, il y a un retour sur investissement de 13 euros. Donc si vous voulez, on est quand même écouté. Et là où je vous rejoins sur les cotisations mutuelles, c'est à mettre en relief avec la performance derrière de l'entreprise. Hein, moins de cotisations, donc une entreprise plus performante. Et je dirais aujourd'hui, on est enfin écouté parce qu'on comprend qu'il y a une relation entre la prévention des risques psychosociaux, la santé mentale des salariés et la performance durable de l'entreprise. Ben oui, parce que quelqu'un qui part en dépression ou qui fait un burn-out, il faut le remplacer. Oui, puis il y a la désorganisation du service. Donc oui, il faut tout à fait. reformer, oui. Il faut trouver la bonne personne. Il faut attendre un certain temps pour que la personne revienne. Donc pendant ce temps, bah, les autres ont une surcharge de travail. Donc voilà. Non, mais c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que, bon, heureusement, de plus en plus d'entrepreneurs sont convaincus d'agir pour justement lutter contre ce stress chronique qui inhibe en fait finalement la performance des salariés et donc la performance de l'entreprise. Oui, parce que alors après... et c'est un peu ce qui est gênant dans le discours un peu actuel, c'est que ça va faire 1 heure qu'on fait le constat que dans les entreprises, il y a des choses qui se passent. Et de notre côté, dans les journaux, on lit, regardez à la Défense, on a fait une salle de sieste, on donne des cours de yoga, on fait tout pour le bonheur et la santé au travail. Comment on peut entretenir un tel écart? À un moment, il faut faire de la communication sincère et pas simplement que du greenwashing, quoi, ou de l'exemplarité factice sur la volonté. Parce que ça, c'est des placebos. Dire on va vous donner des cours de yoga, on va venir vous masser parce que vous êtes cadre stressé, c'est pas un traitement de fond. Non, tout à fait. Et puis bon, je dirais les salariés ne sont pas dupes. Hein, c'est comme l'affichage quand vous voyez des belles affiches marquées confiance, agilité, transparence, etc. Agilité. Bon, les salariés ne sont pas dupes. Donc nous on lutte en fait sur cette typologie de pensée qui serait de dire, ben voilà, on va rentrer le bien-être au travail, on va mettre du yoga, etc. C'est pas ça que les gens attendent. Hein. Les gens, encore une fois, ils veulent être bien dans leur travail. C'est pas du tout la même chose. Qu'on leur donne les moyens de faire correctement leur travail, tout simplement, je dirais. Voilà. Oui, et puis après on peut ajouter, parce qu'on va arriver au bout, une liste de facteurs de stress, l'open space. Oui, le bruit, oui. Alors, le bruit... On en revient de l'open space, effectivement. Le bruit, mais ce manque de confidentialité, cette impression d'être fliqué constamment, subir celui qui veut le chauffage, celui qui veut la clim, ça crée des tensions inutiles qui peuvent aller amener... Alors, c'est peut-être pas très important, mais ça vient s'ajouter à tout un tas d'autres petits problèmes que sont effectivement le stress. Là, on se rend compte tout de suite que son élu de CE, il est parti en délégation. On dit, il est encore pas là, c'est moi qui me tape son boulot. Et tout ça vient s'ajouter. Donc, il y a l'open space, il y a la pression des objectifs, il y a la gestion par Excel. Là, c'est formidable, la gestion avec le tableur Excel. C'est qu'un salarié, un manager qui travaille bien, c'est celui qui remplit bien le tableur. Pas qu'il le remplit de manière vraie, mais qu'il le remplit bien. C'est-à-dire en fonction de ce que son N+1 à lui attend. Et donc on arrive en fin d'année et on s'aperçoit quand celui d'en bas a fini de remplir, que celui d'en haut avait mal évalué, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des écarts. Et là, c'est encore source de stress supplémentaire. Tous ces éléments-là, comment on peut lutter contre ça aujourd'hui ? Alors, moi je crois que ce qui a fait beaucoup de mal, c'est la performance individuelle.
au détriment, je dirais, de la contribution collective. Voilà, si on mettait des objectifs de contribution collective, voilà, en quoi toi ton travail contribue à la valeur ajoutée de l'entreprise, plutôt qu'un objectif de performance individuelle qui finalement casse le collectif de travail et fait qu'en sorte que dans un open space, par exemple, on peut se sentir mal parce que finalement le travail est très morcelé et on ne sait pas ce que fait le voisin. Voilà. Donc moi je crois beaucoup à remettre du sens, remettre le collectif en marche, je dirais, parce que c'est par ça qu'on va lutter contre l'isolement aussi et contre le stress. Et avoir un dialogue sincère, comme vous disiez très très justement. La confiance, elle se donne pas, la confiance, elle se gagne, elle s'instaure, et il faut laisser du temps au temps aussi, pour que les salariés se sentent le droit de s'exprimer, parce qu'on leur a pas souvent demandé leur avis, et soient, je dirais, maître œuvre, enfin, c'est-à-dire acteurs en fait du changement de stratégie de l'entreprise. Je pense qu'on va utiliser ça comme conclusion parce que c'est la conclusion parfaite. Donc merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, et puis merci à notre partenaire Aesio qui nous a permis de tenir ce sujet sur les risques psychosociaux qui sont encore une fois le risque de ce 21e siècle. C'est-à-dire que le travail est en train de tuer le salarié de l'intérieur, alors que normalement on doit travailler pour vivre, et là on perd sa vie à la gagner. Très bonne conclusion, mais quand même, juste pour finir, on voit, nous, dans les entreprises, de nets progrès, et donc ça, c'est encourageant. Et même dans des grands groupes, on arrive sur des petits services à faire des choses formidables. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis merci à nos partenaires, Aesio, NVO, Frisch.